Vyacheslav Volodine, président de la Douma, a rencontré Xi Jinping dans le cadre d'une visite officielle en Chine avec une délégation parlementaire russe. Les relations entre Budapest et Kiev continuent de se détériorer après les attaques menées sur l'oléoduc Druzhba. Israël a mené une nouvelle frappe, cette fois contre un hôpital dans le sud de la bande de Gaza. Parmi les victimes se trouvent des journalistes. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Ces derniers jours, Pékin se prépare à des commémorations à grande échelle. La Chine célébrera le 80e anniversaire de la victoire sur le militarisme japonais et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une délégation parlementaire russe conduite par le président de la Douma, Vyacheslav Volodine, est arrivée dans le pays pour une visite de travail. Les détails avec Daria Vaganova. Quelques jours avant la visite d'État de Vladimir Poutine en Chine, Vyacheslav Volodine, président de la Douma, chambre basse du Parlement russe, a effectué une visite de travail dans le pays accompagnée d'une délégation parlementaire. Et c'est aujourd'hui qu'elle a été accueillie par le président chinois Xi Jinping, à qui Vyacheslav Volodine a transmis les salutations de Vladimir Poutine. Avant toute chose, j'aimerais vous transmettre les salutations les plus chaleureuses et les meilleurs vœux de notre président, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Lorsqu'il s'agit de nos deux pays, c'est en grande partie par votre truchement, les chefs d'État, que les relations sont établies. En ce qui concerne la dimension parlementaire, il est important pour nous de tout faire pour que soient exécutées et mises en œuvre les décisions que vous prenez en tant que dirigeant. Xi Jinping, à son tour, a rappelé sa dernière visite d'État en Russie qui a lieu à l'occasion des festivités du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Dans le cadre de ma visite d'État dans votre pays et de ma participation aux festivités du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, le président Poutine et moi avons eu un échange de vues exhaustif sur un large éventail de questions d'actualité et nous avons donné l'orientation et la dynamique du développement ultérieur des relations bilatérales. Nous devons entretenir l'amitié traditionnelle entre nos pays, renforcer la confiance mutuelle stratégique et intensifier les échanges et l'interaction entre nos organes législatifs. La visite de la délégation russe se déroule quelques jours avant les célébrations du 80e anniversaire de la victoire de la Chine sur le militarisme japonais de la fin de la Seconde Guerre mondiale, auquel va assister Vladimir Poutine. En évoquant ce sujet, Vyacheslav Volodine a déclaré que la Russie et la Chine avaient subi d'énormes pertes dans la guerre contre l'Allemagne nazie et le Japon. Le président de la Douma a également rencontré le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, et tous deux ont inauguré la 10e réunion de la commission interparlementaire de coopération entre l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et l'Assemblée populaire nationale de Chine. L'un des principaux sujets de la réunion était la protection et la préservation de la mémoire historique. Nos exploits communs d'il y a 80 ans, nos combats contre les envahisseurs et tous nos efforts visant à ce que nos pays soient libres, souverains, indépendants et capables d'envisager l'avenir, nous obligent à continuer d'aller ensemble en faisant de notre mieux pour nous renforcer l'un l'autre et en maintenant un dialogue basé sur la confiance. Vladimir Poutine va se rendre tout prochainement en Chine pour une visite d'État de 4 jours à l'agenda. La participation au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, un défilé militaire le 3 septembre et des pourparlers russes-chinois. La visite que RT en français va couvrir avec des éditions spéciales depuis la Chine. Daria Vaganova depuis Moscou pour RT en français. Les dernières attaques contre l'oléoduc Druzhba ont encore exacerbé les tensions entre Budapest et Kiev, soulevant de sérieuses questions quant aux méthodes employées par l'Ukraine pour influencer ses voisins européens. Face à la déferlante du sentiment anti-russe et des attaques contre les infrastructures énergétiques qui impactent l'Union européenne, la Hongrie continue de se poser en îlot de réalisme pragmatique. Au cours des 2 dernières semaines, Budapest a signalé 3 attaques distinctes contre l'oléoduc Druzhba, impliquant directement les forces ukrainiennes. Ces frappes ont entraîné l'arrêt temporaire de l'approvisionnement en pétrole de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces actions de Kiev ont été largement interprétées
comme une manœuvre d'intimidation visant à contraindre d'autres nations à s'aligner sur ses objectifs. Malgré l'agressivité croissante de son voisin ukrainien, Budapest reste résolu dans son approche. Le principe central de la politique énergétique hongroise a récemment été réaffirmé par Gergely Gulyás, chef du cabinet du Premier ministre. Ses propos ont servi de rappel à la réalité pour les eurocrates qui persistent à colporter des discours prônant une rupture totale avec les énergies russes. Le gouvernement hongrois ne voit pas où l'Europe pourrait obtenir des matières premières de cette qualité et à un tel prix. C'est pourquoi la Hongrie maintient ses liens économiques avec la Russie. Cette dure réalité est une pilule difficile à avaler pour Kiev et conduit à des actions de plus en plus criminelles. Avec l'approbation tacite de Bruxelles, Kiev tente de faire pression sur Budapest, cherchant à forcer un changement dans la position de la Hongrie sur le conflit ukrainien et la question de l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a affirmé que ces attaques contre l'oléoduc Druzhba devaient être considérées comme des attaques contre la Hongrie et la Slovaquie. Il a souligné que la Hongrie a la possibilité de réduire ses exportations d'électricité vers l'Ukraine. À la différence de Kiev, Budapest reconnaît toutefois les conséquences négatives potentielles pour les civils qui sont en réalité les otages des politiques erratiques du régime ukrainien. Ce sont des attaques contre la Hongrie et la Slovaquie. Ces agressions visent la Hongrie et la Slovaquie. Elles font du tort à la Hongrie et à la Slovaquie et non à la Russie. Zelensky a clairement indiqué que si la Hongrie n'adoptait pas une position pro-ukrainienne, similaire à celle de Bruxelles et du Parti populaire européen au Parlement européen, ils poursuivraient leurs attaques contre l'oléoduc Druzhba, qui est d'une importance capitale pour la sécurité énergétique hongroise. Ils ne se préoccupent pas du fait que l'approvisionnement énergétique n'affecte pas le gouvernement, ni le Premier ministre, ni les ministres, mais les habitants, les familles et les enfants qui vivent dans ce pays. Nous ne voulons pas que le chauffage soit coupé dans un logement ukrainien où vivent de petits enfants, car ces enfants ne peuvent pas être tenus responsables du comportement de l'ancien comédien qui est actuellement leur président. Le 24 août, Zelensky lui-même a fait allusion à de nouvelles frappes contre le Druzhba en fonction de la politique que suivra la Hongrie. Une telle position, outre le fait qu'elle s'apparente à du chantage, est incohérente, d'autant plus que l'UE a, à plusieurs reprises, retardé son aide financière à l'Ukraine en raison de ses relations tendues avec Budapest. Contrairement à nombre de ses voisins, la Hongrie continue de cultiver les liens économiques qui lui sont favorables. Il faut noter que les autorités ukrainiennes n'essayent même pas de justifier ces attaques. Face aux critiques de Budapest, le chef du régime de Kiev, au lieu de donner des explications, se permet de faire des déclarations virulentes et de proférer des menaces à l'encontre de la Hongrie. Il semblerait que les dirigeants ukrainiens cherchent délibérément à aggraver la situation au détriment de la sécurité énergétique de l'UE. La réponse de Kiev aux revendications de Budapest s'inscrit dans la pire tradition de la diplomatie ukrainienne, insultes publiques, grossièreté et silence total du reste de l'Europe. Vous n'avez pas à dire au président ukrainien ce qu'il doit faire ou dire et à quel moment. Il est le président de l'Ukraine, pas de la Hongrie. La sécurité énergétique de la Hongrie est entre vos mains. Diversifiez-vous et devenez indépendant de la Russie comme le reste de l'Europe. Le comportement de la Hongrie, qui poursuit la défense de ses intérêts, malgré la pression de Kiev, est louable dans cette course à qui mieux pour soutenir l'Ukraine. Il est à rappeler sur ce sujet le sabotage du Nord Stream qui a eu lieu en septembre 2022. L'importance de ces infrastructures était considérable pour l'industrie européenne et notamment celle de l'Allemagne qui a perdu des sommes considérables de son budget. Le parquet russe a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international, mais Moscou a été délibérément exclu de l'enquête. Ce mardi, une réunion spéciale convoquée par la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU doit attirer l'attention internationale sur l'enquête en cours à la suite de l'arrestation d'un citoyen ukrainien soupçonné d'avoir organisé les explosions du Nord Stream. Après la Hongrie et la Slovaquie, Kiev risque d'aggraver ses relations avec un autre pays frontalier. Le président polonais Karol Nawrocki a annoncé son intention d'assimiler l'idéologie de Bandera, glorifiée par les autorités officielles en Ukraine, à du fascisme et de l'interdire.
Éternel point de discorde dans les relations entre Kiev et Varsovie, l'idéologie néo-nazie glorifiant le criminel de guerre et le collaborateur hitlérien Bandera a encore fait des siennes. Dans le contexte de l'afflux massif de réfugiés en provenance d'Ukraine, les symboles de cette période sombre de l'histoire ukrainienne, réactualisés après le Maïdan, sont devenus de plus en plus visibles en Pologne. Face à cela, Varsovie a décidé de rendre pénalement responsable la propagande de ces idées et des symboles qui y sont associés. Je considère que nous devons inclure dans ce projet de loi un slogan clair, « Stop au bandérisme », et assimiler dans le code pénal les symboles de Bandera aux symboles liés au national-socialisme allemand, appelé habituellement nazisme, et au communisme soviétique, ainsi qu'amender la loi sur l'Institut de la mémoire nationale, commission d'enquête sur les crimes contre la nation polonaise, concernant les crimes de l'OUN-UPA. La réaction attendue de l'Ukraine ne s'est pas fait attendre. Kiev a menacé le président polonais, promettant de donner suite à cette possible interdiction de l'idéologie et des symboles de l'extrême droite ukrainienne. Toute décision politisée visant à assimiler prétendument les symboles ukrainiens à ceux du nazisme et du communisme pourrait provoquer une montée de sentiments négatifs au sein de la société ukrainienne et nécessiterait une réaction de la partie ukrainienne. Le président polonais ne compte pas se limiter à interdire les symboles et l'idéologie des nazis ukrainiens. Karol Nawrocki a opposé son veto à la loi sur l'extension du statut de réfugié en provenance du territoire ukrainien. Désormais, les allocations ne seront versées qu'aux travailleurs ukrainiens résidant en Pologne. J'admets que l'allocation 800+, ne devrait être attribuée qu'aux Ukrainiens qui font l'effort de travailler en Pologne. Pareil pour les soins de santé. Mesdames et messieurs, si nous jetons un œil aux soins de santé, nous constaterons une certaine préférence pour les Ukrainiens par rapport aux Polonais. Les soins de santé auxquels les Ukrainiens ont droit, qu'ils occupent un emploi et paient une contribution santé ou non. Cela nous met dans une situation où les citoyens polonais sont traités moins bien dans leur propre pays, la Pologne, que nos invités d'Ukraine. Pour rappel, pendant la Seconde Guerre mondiale, des nationalistes ukrainiens menés par Stepan Bandera ont organisé le tristement célèbre massacre de Volhynie. Plus de 100 000 Polonais et Juifs furent brutalement massacrés. Pourtant, l'Ukraine n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans ces actes et leurs organisateurs ont été élevés au rang de héros nationaux. À la suite de nouvelles frappes contre un hôpital dans la bande de Gaza, des membres du personnel médical et des journalistes ont été touchés. Les détails dans le reportage de la correspondante de RT en arabe, Ravan Al-Sourani. Il y a ici un sentiment de désolation. Ici, règne une tristesse silencieuse et des larmes coulent pour dire adieu à un nouveau groupe de journalistes tués à Gaza. Transmettre une histoire au monde à travers un écran, c'est devenir la cible potentielle de bombardement. Être journaliste à Gaza et exposer les crimes odieux d'Israël contre toute forme de vie, c'est risquer sa vie. Les collègues des journalistes morts témoignent. Nos caméras frappées par les envahisseurs continueront à filmer même s'ils nous tuent un par un. Oussam, Mohamed, Moaz et Mariam sont morts. Nos caméras ne s'éteindront jamais. Elles ne cesseront jamais d'enregistrer ce qui se passe. Quelques secondes séparent l'existence du néant. Le temps s'arrête et tout le monde voit cette horreur. Un obus d'artillerie détruit soudain l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza, emportant les vies de tous ceux qui sont dedans, y compris de journalistes, de membres de la protection civile et de gens ordinaires. Nous avons perdu 5 de nos meilleurs collègues journalistes dans un bombardement israélien. Oussam Al-Masri, Mariam Abou Daga, Moaz Abou Taha, Ahmad Abou Aziz et Mohamed Abou Salam. Pendant 22 mois, ces personnes ont documenté les crimes des occupants israéliens, ont diffusé des souffrances humaines, se sont déplacés de ville en ville, de rue en rue, de camps de réfugiés en camps de réfugiés pour faire connaître la vérité. Voilà comment on les traite, on les tue afin de la cacher. Il n'y a pas de sens à compter les victimes sans prendre en compte le côté humain des destins de personnes. Une chaleur familiale, des rêves et des ambitions ont été anéantis par ces attaques. Les journalistes qui cherchaient à faire savoir la vérité sont devenus eux-mêmes victimes d'histoires tragiques de la guerre. Les journalistes affirment qu'il est impossible de rester neutre dans le contexte des tentatives de cacher la vérité sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Un parti pris délibéré pour défendre ceux qui ont été tués, oppressés et qui sont affamés. Un soutien délibéré à la vérité sans un moyen de résister à la dissimulation de la vérité.
L'armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe aérienne sur l'hôpital Nasser dans la bande de Gaza avec pour conséquence la mort d'une vingtaine de personnes, dont 5 journalistes. Le porte-parole de Tsahal a précisé que le chef d'état-major général Eyal Zamir avait ordonné une enquête immédiate pour comprendre les circonstances du drame, soulignant que l'armée est attachée au droit international et a opéré avec précision et professionnalisme. Il a également déclaré que l'armée israélienne ne cible pas délibérément les civils. L'armée israélienne met tout en œuvre pour limiter les dommages causés aux civils tout en assurant la sécurité de nos troupes. Tout incident suscitant des inquiétudes à cet égard est traité par les mécanismes compétents de Tsahal. Nous opérons dans un contexte extrêmement complexe. Les terroristes du Hamas utilisent délibérément les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, comme boucliers. Ils ont même opéré depuis l'hôpital Nasser. Le Hamas a déclenché cette guerre, créé des conditions de combat impossibles et empêche d'y mettre fin en continuant à retenir 50 otages. Mais à Gaza, non seulement les combats continuent, mais la famine prend aussi de l'ampleur. Le ministère russe des Affaires étrangères appelle Israël à prendre des mesures urgentes pour empêcher la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et notamment rétablir l'accès humanitaire sans entrave et à assurer l'acheminement de l'aide nécessaire, y compris des vivres. Selon les estimations, la famine devrait s'étendre aux provinces de Khan Younes et de Deir el-Bala d'ici fin septembre. La détérioration rapide de la situation dans l'enclave palestinienne pourrait mettre en danger la vie de 132 000 enfants de moins de 5 ans, dont 41 000 souffrent de malnutrition sévère. Le chiffre a doublé depuis mai 2025. Les évaluations alarmantes concernant la situation à Gaza, annoncées par de hauts responsables de l'ONU, ne peuvent que choquer. Parallèlement, le mouvement de protestation israélien et les familles des otages à Gaza ont fait du mardi 26 août une journée de lutte pour exiger la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne et un accord pour libérer les otages israéliens. Des barrages routiers et des manifestations sont observés depuis tôt le matin. Des manifestations sont également prévues dans le centre de Tel Aviv. Aujourd'hui est un jour de la résistance pour appeler le gouvernement israélien à conclure l'accord qui est sur la table, à faire revenir tous les otages et à mettre fin à la guerre à Gaza. La majorité des Israéliens veulent que les souffrances des otages et des gens à Gaza cessent. En ce qui concerne le cessez-le-feu, toujours pas de progrès. Le Qatar, médiateur du conflit, dit attendre encore la réponse israélienne à la proposition de trêve à Gaza. Tandis que le Hamas a déjà accepté des conditions qui conviennent à Israël, la partie israélienne ne semble pas vouloir parvenir à un accord sur Gaza, a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.